Merci de nous avoir rejoints. Nous avons ici 5 associations qui œuvrent vraiment au quotidien pour aider les jeunes. Donc chacune aura 5 minutes pour présenter un petit peu son action. L'idée, c'est évidemment pas de balayer tout ce que les associations font parce que c'est un travail énorme et qu'on n'aurait pas assez de la journée ni de la nuit. Aucune hiérarchie d'importance. Je vais commencer par droit à l'école avec Laurence, tout simplement parce que vous êtes à domicile. Et voilà, donc je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, Droit à l'école est ici chez elle, puisque l'association est une association parisienne qui a été d'abord fondée sous forme d'un collectif en 2018, puis en association en 2019. Et l'association s'est installée ici, à Grande Contrôle, en 2020. Et l'essentiel de l'association consiste à amener ces jeunes, donc les mineurs non accompagnés qui ne sont pas reconnus par l'aide sociale à l'enfance, sur le chemin de l'école, vers la scolarisation, vers une école de la République. Mais c'est un combat qui est long, un chemin qui est long. Et donc, pour ce faire, l'association a créé ici une école, on l'appelle l'école des sans-écoles. Et donc, on a juste derrière ici quelques salles de classe. Et on accueille en permanence une 60aine de mineurs non accompagnés, non reconnus par l'aide sociale à l'enfance. Et on leur donne du lundi au samedi des cours de français, des cours d'alphabétisation pour ceux qui ne sont jamais allés à l'école, des cours de maths, des cours d'anglais, des cours d'histoire en fonction de leur niveau. Donc ça, c'est l'action des bénévoles, des professeurs bénévoles qui les accompagnent. Et pendant qu'on les occupe d'une certaine manière, l'association fait en sorte de les inscrire à l'école, puisque même s'ils ne sont pas reconnus par l'aide sociale à l'enfance, on peut quand même les inscrire à l'école. Il faut qu'ils passent des tests d'intégration, etc. Donc c'est aussi très compliqué, il n'y a pas beaucoup de place, la procédure est difficile. Donc l'association les accompagne dans cette démarche pour qu'ils puissent rentrer à l'école. Quand ils ont la chance de rentrer à l'école, alors ça prend 2 mois, parfois 4, parfois 6, quand c'est un peu plus long. Quand ils rentrent à l'école, ils sont pour autant toujours non accompagnés, toujours isolés, toujours sans famille, etc. Donc l'association continue de les soutenir par le biais de plages de soutien scolaire. Donc ils peuvent venir le mercredi après-midi et le vendredi après-midi, le samedi après-midi. Et des bénévoles viennent ici pour les accompagner dans leurs devoirs et leur travail scolaire. Et puis on a mis en place aussi un réseau de référents scolaires, des bénévoles, qui sont soit professeurs, soit qui ne sont que référents scolaires, pour les accompagner, les suivre individuellement et pouvoir aussi faire le lien avec l'établissement scolaire, puisqu'ils n'ont pas de parents pour les réunions, pour les inscrire ensuite dans leur voie d'orientation, pour ceux qui veulent rentrer en CAP. Donc il y a aussi ce réseau de référents. Et enfin, quand ils sont à l'école, quand ils ont la chance de rentrer dans un CAP, par exemple, ou dans une voie professionnalisante, il leur faut souvent un stage ou un employeur pour faire une formation en alternance. Et là, on a aussi créé un pôle pour les aider à faire un CV, à passer les entretiens, à trouver des employeurs solidaires, des entreprises qui vont les accueillir en stage ou en apprentissage. Donc, de l'association qui, au début, s'occupait de 25 à 30 jeunes, on en a accueilli maintenant plus de 400 qu'on accompagne donc, tout au long de leur parcours. Quand ils sont pris en charge, parce que la plupart qui arrivent chez nous ne sont pas reconnus mineurs, et puis, comme on vient de l'expliquer, quand ils font recours, ils sont reconnus mineurs. Quand ils sont reconnus mineurs, on passe le relais à l'aide sociale à l'enfance, qui est normalement chargée de les accompagner. Ce n'est pas toujours le cas, donc l'association les accueille quand même en soutien scolaire, les accompagne aussi dans leur orientation ou pour leur trouver des stages. Mais théoriquement, quand ils sont pris en charge, nous, notre travail s'arrête là et on accueille de nouveaux jeunes, puisqu'effectivement, il y a un flux permanent de jeunes. Voilà. Je pourrais en parler beaucoup, mais le temps est compté. Merci en tout cas de cette intervention. Je tiens juste à préciser, c'est vrai que les jeunes, quand ils arrivent, la première chose qu'ils disent, c'est « je veux aller à l'école ». Et tous, voilà, ça c'est quand même une constante. Et donc ils sont tous quand même assidus, motivés et on a vraiment des jeunes qui viennent ici et qui sont extrêmement motivés, qui ont une soif d'apprendre incroyable et qui sont des élèves formidables pour nous, profs bénévoles, qui les accompagnons sur ce chemin. Et la dernière des choses que je voulais préciser, parce que finalement ça correspond à toutes les associations, il y a 5-6 ans, quand j'ai pris connaissance de Tout ce monde solidaire, c'était pas du tout aussi organisé.
Et c'est vrai qu'on fait un constat aujourd'hui, mais il y a quelques années, quand il n'y avait pas d'hébergement, il n'y avait pas de scolarisation possible. Quand il n'y avait pas de reconnaissance de minorité, il n'y avait pas de scolarisation possible. Et petit à petit, les associations bénévoles solidaires, avec l'aide aussi de grosses associations un peu plus implantées, ont fait des plaidoyers, ont sollicité les pouvoirs publics en disant c'est pas possible, il faut changer certaines règles pour que, par exemple, il n'y ait plus d'hébergement absolument nécessaire pour accéder à l'école, par exemple. Donc c'est quand même une très longue bataille, donc encore longue, hein, mais enfin, il y a déjà du mieux et il y en aura encore plus avec la motivation de chacun et chacune. Pour l'école et pour les hébergements et pour tout, hein, d'ailleurs. Et si vous le permettez, je voudrais juste souligner qu'effectivement, l'association, c'est un réseau de bénévoles, mais on a quand même la chance d'avoir le soutien d'institutions scolaires, notamment le collège Charonne dans le 20e arrondissement de Paris, qui a créé une classe pour les mineurs non accompagnés, et on a donc 10 à 12 élèves qui chaque année peuvent bénéficier de cette classe d'accueil. Et puis on a aussi le soutien du lycée Charlemagne à Paris, dans le Marais, qui met à notre disposition toute l'année une salle de classe. Et donc nos élèves ont la chance d'aller un jour par semaine dans cette école, dans ce lycée, pour suivre des cours que nous donnons, nous, mais en tout cas, ils sont dans un environnement scolaire, ils peuvent participer avec les autres jeunes du lycée. Et ça sert à la socialisation aussi, beaucoup. Voilà. Merci. Et bravo. Manuela. Ah, j'ai peut-être pas respecté l'ordre que j'avais donné, mais enfin, Manuela, voilà, tu es en face de moi, la CASA, qui œuvre pour beaucoup de choses, notamment l'hébergement, qui, on l'a vu dans le film, est un gros chantier très compliqué. Donc, je te laisse la parole. Bonjour, j'ai pas trop l'habitude de parler dans des micros. Du coup, la CASA Paris, on a une association, on a cofondé cette association, la CASA, avec plusieurs acteurs de terrain en accompagnement des mineurs isolés, non accompagnés. Et l'idée vraiment de la CASA était de créer un lieu de vie et un lieu d'hébergement pour les mineurs, parce qu'en fait, il n'y a aucun lieu d'hébergement d'urgence pour ces mineurs qui sont en attente de reconnaissance de minorité. Et comme on l'a dit bien avant, qui passent à Paris, c'est à peu près 9 mois d'attente avant de pouvoir voir un juge des enfants. Et c'est donc, il n'y a strictement rien. Il y a l'hébergement solidaire. Donc avant, on était, moi j'ai fait beaucoup d'associations, c'est de l'hébergement solidaire et de l'hébergement d'urgence. L'hébergement solidaire, c'est très lourd. Et pour les jeunes, parce que comme vous avez vu dans le film, c'est du changement tout le temps. Donc c'est lourd pour eux, ça peut être très bien, mais ça peut être très épuisant parce que quelquefois ils changent tous les 3 jours. C'est lourd à gérer. Et puis et pour les bénévoles qui gèrent, c'est très lourd à gérer parce que c'est un investissement où on dit il y a le jeune, une fois qu'il est pris en charge, il ne retourne pas à la rue. Ou de l'hébergement d'urgence dans les hôtels qui coûte très très cher. Donc on voulait vraiment créer ce lieu d'hébergement et lieu de vie. Un centre d'hébergement d'urgence en soi pour les mineurs, puisque ça n'existe pas en fait et que c'est les populations les plus vulnérables, et il n'y a strictement rien, puisque en fait ce qu'il faut savoir, c'est que ce temps d'attente de reconnaissance de minorité, ils sont dans un flou administratif, c'est-à-dire qu'ils sont sortis de l'évaluation où on leur dit qu'ils ne sont pas reconnus mineurs. On leur dit allez voir le 115, et au 115 on leur dit ben non, vous avez des papiers de mineurs et vous ne rentrez pas, donc il n'y a rien. Et donc c'est des jeunes qui sont complètement à la rue et abandonnés de toutes les institutions. Donc on n'a pas réussi à créer ce grand lieu de vie comme on voulait et d'hébergement pour les mineurs, mais on s'est organisé en urgence, la CASA, pendant le premier confinement, et aujourd'hui finalement on est organisé en plusieurs, on loue des appartements. Donc on a 4 appartements et on soutient où les mineurs vivent en colocation. En fait, l'idée c'est qu'ils puissent se poser, avoir un chez eux, ils vivent entre eux. Il y a des bénévoles qui viennent régulièrement les voir, faire du soutien scolaire, les accompagner, passer un moment convivial. Et à la CASA, donc on fait c'est ce temps pour qu'ils puissent se poser, reconnaissance de minorité. On les accompagne dans tous les suivis juridiques, administratifs, sociaux, éducatifs, avec les associations partenaires comme DAE. Voilà, tout cet accompagnement avec toutes les associations partenaires. Tout le monde, en fait. On est toujours, en fait, tous complémentaires quelque part. Et puis l'idée, l'association milite vraiment pour les droits des jeunes. Cette idée que ces 18 ans, c'est complètement absurde.
cette échelle de 18 ans. Avant 18 ans, il y a peut-être quelque chose. Après 18 ans, c'est fini, il n'y a plus rien. Et en fait, à 18 ans ou à 19 ans ou à 20 ans et même à 22 ans, c'est des jeunes qui sont très vulnérables et qui ont besoin de pouvoir et se former et de pouvoir construire un avenir. Mais il n'y a strictement plus rien pour eux. Nous, l'idée, c'est que pendant ce temps, si le jeune est finalement débouté de la reconnaissance de minorité, ils continuent et en fait on les scolarise, ils sont en CAP et on les amène vers un premier diplôme pour qu'ils puissent, au moins on essaye de les régulariser à ce moment-là, ou qu'ils puissent avoir un diplôme pour se former et essayer de construire un avenir ici parce qu'ils vont rester ici et voilà. Donc c'est vraiment ça l'accompagnement de la CASA et on soutient en parallèle de tous les appartements. Donc aujourd'hui on héberge, je crois on est à peu près à 25 jeunes. Et on soutient également un lieu de vie avec des exilés où il y a 60 personnes qui vivent. C'est un grand lieu de vie. Et on soutient en apport alimentaire et matériel cet espace qui existe depuis un peu plus de 2 ans aujourd'hui, qui était qui est important aussi comme lieu d'action militant. Merci. Et il faut dire que vous travaillez exclusivement bénévolement. Alors, droit à l'école, maintenant, il y a un salarié, une salariée. Oui, alors ce qu'il faut aussi savoir, je pense que c'est important pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est qu'en général, toutes ces associations qui militent pour ces jeunes n'ont absolument aucune subvention de l'État, aucune aide publique. Donc tout ce que vous voyez, en fait, ce qui se passe là dans toutes les associations qui s'occupent de ces jeunes, c'est du bénévolat et par des fonds, par des dons privés, en fait. On ne vit que par des dons privés. Voilà, donc et nous à la CASA, donc c'est que des dons privés, donc c'est effectivement énormément c'est des gros budgets, puisque c'est des engagements à la CASA, on a des engagements très lourds et à long terme avec les jeunes en fait, et du coup on a notre premier salarié, on est très content, et 2 services civiques aujourd'hui. Effectivement, comme les lois, ou en tout cas les règles ont un petit peu évolué, notamment pour la scolarisation, les associations ont évolué aussi petit à petit, elles se spécialisent, elles s'organisent. Et c'est vrai que, en tout cas, vous deux, je vous connais depuis un certain nombre d'années et vous êtes investis depuis très longtemps. Et petit à petit, chaque association s'est spécialisée un peu vers l'hébergement, un peu vers les repas solidaires, un peu vers la scolarisation. Et ça crée une expérience qui est très, très riche. Et d'ailleurs, peut-être que les institutions, quand elles prendront à bras-le-corps le problème des mineurs non accompagnés, elles pourront vous solliciter parce qu'il y a une expertise qui est faite depuis un certain nombre d'années, et notamment, par exemple, sur la pérennité d'un hébergement, l'importance que ça a. Enfin, bon, on le savait déjà, mais manifestement, voilà. C'était passé un peu au travers, et c'est vrai que les jeunes, ils ont besoin de stabilité. Après, quand on ne peut pas en donner, déjà, c'est mieux que rien d'avoir un hébergement à droite, à gauche. Agathe, tu nous en parleras tout à l'heure, de l'hébergement collectif que tu fais. Mais on va d'abord passer par Paris d'Exil. Donc, Alina, qui représente Paris d'Exil. Paris d'Exil, c'est l'association qui a organisé l'hébergement du film que certains d'entre vous ont vu tout à l'heure. À la fin du film, Delphine dit qu'ils en étaient à 6 000 et quelques nuits d'hébergement. Aujourd'hui, ils en sont à 50 000 nuits d'hébergement solidaire. Donc, ce qui est gigantesque. Mais vous avez arrêté l'hébergement. Voilà. Et donc, je te laisse la lourde charge d'expliquer pourquoi. On le voit un petit peu à travers le film, c'est-à-dire que l'hébergement solidaire, c'est magnifique dans l'urgence, mais c'est pas une situation pérenne. C'est trop compliqué, c'est trop dur. Et on en parlait tout à l'heure avec Madame Hazan. Il y a quand même quelque chose qui est particulier dans la solidarité, c'est qu'il n'y a aucun filtre entre celui qui est aidé et celui qui aide. Et ça, dans l'urgence et dans la difficulté, c'est quasiment insoutenable, en fait, quand on n'a pas de solution pour tout le monde. Dans un monde merveilleux, on aurait des solutions pour tout le monde, ce serait formidable. Mais ce n'est pas le cas. Et donc, il arrive un moment où ça coince. Merci. Je voulais juste rajouter un petit truc, parce que tu disais tout à l'heure qu'il y a eu des changements de loi, notamment sur l'inscription à l'école, et qu'on n'a pas besoin de prouver son hébergement. On peut vivre dans des habitats précaires et quand même être inscrit à l'école. Et ça, c'est notamment grâce au collectif École pour tous, qui est maintenant une association.
Mais voilà, je voulais juste parler de ce collectif qui est un collectif super important, avec uniquement des jeunes premiers concernés, dont beaucoup de MNA qui sont passés par toutes ces associations-là. Donc voilà, je pense que c'est important de le préciser parce qu'on voit que le changement est fait quand les jeunes se mobilisent et militent pour leur avenir et pour leurs droits. Et je pense qu'il ne faut pas oublier aussi de leur dire bravo à eux qui ont non seulement vécu ça et qui en plus, ce sont notamment les premiers à faire changer les lois. Donc il faut qu'on apprenne d'eux aussi. Du coup, oui, alors on a arrêté l'hébergement à Paris d'Exil. Du coup, le pôle mineur de Paris d'Exil a commencé avec l'hébergement solidaire, comme vous l'avez vu dans le documentaire Défi de solidarité, qui montre extrêmement bien la réalité de la coordination. Ça pourrait prendre vraiment des heures d'essayer de se justifier sur pourquoi on a arrêté l'hébergement, notamment parce que la coordination prenait énormément de temps et qu'après le confinement, après qu'il y a eu cette pause, il y a eu l'urgence, puis le confinement qui a duré longtemps, et ensuite la vie qui reprenait, et c'était de plus en plus difficile de trouver des personnes pour s'occuper de la coordination de l'hébergement. Et l'hébergement solidaire devient de plus en plus compliqué en fait en ce moment avec les lois, avec ce qui se passe politiquement, parce qu'à l'époque, les jeunes, quand ils n'étaient pas pris dans un département, ils pouvaient rapidement tenter dans un autre département, et ils finissaient par être pris en charge, soit dans un autre département, mais ils finissaient par trouver des solutions. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué parce que je ne sais plus si on en a parlé, mais je crois un petit peu avec les fichiers AEM, donc d'aide à l'évaluation de minorités. Donc en fait, quand les jeunes vont dans un des dispositifs d'évaluation des départements, on prend maintenant leur empreinte digitale. Du coup, ils sont repérés. Donc s'ils vont tenter dans d'autres départements, ils vont tout de suite remarquer que le jeune a déjà tenté ailleurs. Du coup, ils ont beaucoup plus de difficultés à être évalués en France dans différents départements. Et les trois quarts toutes les associations se retrouvent avec de plus en plus de jeunes majeurs, et ça devient un peu le nouveau problème, c'est tous ces jeunes qui deviennent majeurs extrêmement rapidement, les recours qui prennent de plus en plus de temps. Et en fait, on a arrêté l'hébergement parce qu'on trouve que l'hébergement solidaire ne correspond plus. L'urgence, en fait, l'urgence n'est plus exactement la même, et c'est trop épuisant par rapport au travail, et on a décidé de se concentrer beaucoup plus sur l'éducation, un peu comme droit à l'école, mais pour l'éducation des primo-arrivants. Donc je vais revenir rapidement dessus, mais aussi on considère qu'aujourd'hui l'hébergement, quand on voit les Midi du Mi, la Casa notamment, qui font de l'hébergement collectif, ça a beaucoup plus de sens. Un hébergement un peu plus sur le long terme est beaucoup plus stable, c'est beaucoup plus facile, et à la fin, les jeunes, quand ils restaient 2 ans, 3 ans dans le réseau d'hébergement, on avait de plus en plus de plaintes qui nous disaient que c'était insupportable, qu'ils n'en pouvaient plus, que c'était pas tenable, qu'ils avaient besoin de stabilité, et on sentait que ça fonctionnait plus. Voilà. Et du coup, peut-être se joindre à faire d'autres hébergements collectifs. Et pour l'éducation, du coup, ça, sinon, c'est une des premières activités de Paris d'Exil assez rapidement, en même temps qu'il y a eu les déjeuners des Midi du Mi qui ont commencé à Couronne. Il y a eu les cours de Couronne dans la bibliothèque Couronne, au métro Couronne, donc juste à côté de là où il y a le dispositif d'évaluation de Paris. Et donc, les jeudis matins et les vendredis matins, il y a des cours de français pour les primo-arrivants, donc c'est pour les jeunes qui viennent tout juste d'arriver sur le territoire français. Donc ils ont 2 heures de cours de français le jeudi matin et le vendredi matin. Et depuis 3 ans maintenant, on a un partenariat avec le lycée Voltaire qui ouvre ses classes aux jeunes de Paris d'Exil. Et là, c'est des professeurs du lycée Voltaire qui donnent des cours. Ils sont en train de vouloir ouvrir de plus en plus leurs portes. Donc ça commençait à 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Maintenant, on a l'impression qu'on va avoir des cours toute la nuit avec les profs du lycée Voltaire. Ce serait super, des cours de nuit. Mais du coup, voilà, on est en train de réfléchir à se concentrer un peu plus sur l'éducation. Et sinon, c'est beaucoup sur les sorties culturelles, tout l'aspect culture, découvrir Paris, découvrir un peu les codes sociaux français. Donc, on est un peu en mode restructuration de l'association. Et on vient d'obtenir un local. Donc on va commencer à faire des permanences juridiques un peu plus ouvertes à tous, et aussi essayer de se spécialiser un peu plus sur la question des jeunes majeurs, parce qu'il y a un vrai blanc, donc il y a de l'association La Jam qui le fait, mais donc voilà, on pense que c'est important aussi de se concentrer sur les jeunes majeurs. Et j'ai peut-être 2 minutes juste pour parler de l'association Catra, qui est en partenariat avec nous et qui sera présente demain au Village des Associations, qui est une association d'art-thérapie, et voilà, qui accueille tous les jeunes mineurs, jeunes majeurs pour faire de l'art. Merci beaucoup.
Et donc, tu n'avais pas besoin de te justifier. Hein. Non, je sais. C'était pas une justification. Ouais, je sais pas, c'est vraiment dur. une explication assez claire de pourquoi, en fait, c'est pas tenable sur le long terme. Et ce qui explique aussi la spécialisation d'autres modes d'hébergement. Et donc, c'est une belle transition avec Agathe, que peut-être vous avez reconnue, qui était dans le film, donc des Midi du Mi, qui en même temps est sur le front de l'urgence au quotidien avec des repas. Et tu vas nous en parler, mais je crois de plus en plus en ce moment, ça explose. Et aussi de l'hébergement collectif, alors qu'il y a un mode encore un peu plus, peut-être, je ne sais pas comment on peut dire, mais compliqué à organiser au quotidien. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Beaucoup de choses ont déjà été dites, donc je vais essayer d'aller droit au but. Les Midi du Mi sont nés au départ aussi en lien avec les cours de français de Paris d'Exil qui existaient un petit peu avant finalement. Et en fait, le constat, moi j'ai donné quelques cours de français l'été quand je le pouvais, c'était qu'en fait, à la fin des cours de français, ils partaient pour essayer de récupérer une distribution de rue sur les campements énormes à l'époque de migrants. Je parle de 2015-2016, Jaurès, Stalingrad, un coup Éole, un coup Pajol. Mais en gros, il y avait constamment des campements de migrants où il y avait au minimum 2000, 3000 personnes, et puis il y avait des évacuations, et ça recommençait. Sur ces campements, il y avait donc ce qu'on appelle les mineurs isolés étrangers, qui ne connaissaient même pas à l'époque, il n'y avait pas d'association terrain du tout. À l'époque, c'était que des citoyens, des riverains qui descendaient en bas de chez eux pour essayer d'aider comme ils pouvaient. Et il y avait donc ces mineurs qui ne savaient même pas où est-ce qu'ils devaient se présenter finalement. Et pourtant, c'était un coup de ligne 2 entre Jaurès et Stalingrad et Couronne, dispositif des mineurs isolés étrangers. Donc, je les accompagnais en espérant qu'ils puissent être reconnus mineurs sur cette évaluation. Et très vite, on a compris qu'en fait, ça ne marchait absolument pas. Et on les retrouvait à nouveau sur les campements. Et en donnant ces cours, entre 2 allers-retours métro pour déposer auprès du dispositif, je me suis rendu compte que du coup, ils n'avaient pas d'espace tellement pour eux, que leurs espaces, c'était au milieu des majeurs à Stalingrad et à Jaurès, puis ensuite à Porte-de-la-Chapelle, quartier pas tellement fréquentable pour des petits qui débarquent à Paris, qui connaissent absolument rien de Paris, ni même parfois la langue. Et donc, l'idée était de dire, mais attendez, on va faire des pique-niques, en fait, à la sortie des cours de français, et vous allez pouvoir avoir un espace, une cour de récréation finalement où on peut jouer au foot, au ping-pong et puis vous pouvez manger tranquillement avant de repartir malheureusement vers vos campements. C'était ça l'idée. Alors j'ai jamais pensé que 5 ans, 6 ans après, on en serait toujours là, que finalement ce collectif de personnes qui cuisinaient gentiment et venaient pique-niquer auprès de ces mineurs se serait monté en association avec des partenaires qui nous aident évidemment sur l'apport des énormes quantités de nourriture qu'il faut. Voilà. Alors l'activité principale est née du coup de ces déjeuners. Ces déjeuners, c'était évidemment parce qu'il y a un besoin à ce qu'ils mangent aussi, mais c'était aussi créer un spot finalement, un endroit où ils sont. Alors notamment pour des journalistes, notamment pour tout finalement, et surtout pour les avoir là et pouvoir répondre à tous leurs besoins de première nécessité. Donc évidemment, le jeune arrive, dit j'ai été refusé, il tend un papier, ensuite il dit qu'il n'a pas de basket, qu'il n'a pas de sac à dos, qu'il ne sait pas où dormir. Et donc ça a été un engrenage qui en réalité nous a amenés à répondre ensuite à tous les besoins. Donc aujourd'hui, on couvre tous les besoins, terrain, primaire, de première nécessité. 4 déjeuners par semaine au jardin Palicao. Je suis un peu désespérée parce qu'il y a quelques semaines, ils étaient, j'allais dire que 100, et que hier midi, ils étaient 250 à nouveau. Focus situation indispensable qui nous ramène un peu dans la réalité du moment. Il y a 60 jeunes qui crèchent avec Utopia depuis maintenant plus de 3 semaines à Bastille. Voilà, c'est une action coup de poing que nous faisons aussi régulièrement. On fait de l'hébergement collectif pour les mêmes raisons, qui était de se dire que de faire passer un jeune, chercher la suite, la relève, c'est sans fin et c'est très compliqué. Et donc, à un moment donné, on s'est dit, est-ce que c'était pas plus simple de trouver des lieux, de mettre 25 jeunes ou 30 jeunes, de dormir avec eux, et finalement, on les a auprès de nous, et ça nous évite de chercher sans cesse, comme ça, la relève. Alors, on est passé dans des lieux très atypiques, dans des galeries d'art. On a eu des caravanes derrière le Cirque Phénix pendant 7 mois. On a été dans des salles de danse au 6B. On a été là où on veut bien de nous, en fait, finalement, sur convention, gentiment.
voilà, en disant là on ne peut plus payer l'hôtel. L'hôtel chez nous, ça a été depuis le début d'année 24 630 € sur l'hébergement d'urgence quand on n'a donc pas de solution de lieu prêté. À titre d'exemple, les papiers, puisque du coup évidemment ils viennent aussi demander la légalisation des papiers, le DHL, il n'y a pas beaucoup d'associations aujourd'hui qui le font. Voilà, c'est 1 526 € pour le seul mois dernier. Voilà, à multiplier par autant de mois de l'année. Les dépenses, par exemple, alimentaires, donc jardin, hébergement, hôtel, il faut bien qu'ils mangent partout où ils sont finalement, 19 947 €, dont 7 344 € uniquement pour ces 4 déjeuners, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, au jardin Palicao, dans le bas du parc de Belleville, où actuellement ils sont à nouveau 250. Donc on cherche des gens pour venir apporter des boissons, des gâteaux, qui ont des voitures pour aller récupérer des marmites par exemple. Voilà, et en fait je suis très triste de constater que 5 ans ou 6 ans après, pour des pique-niques à la sortie de cours de français, nous en sommes là. Voilà, donc on a toujours et constamment en moyenne une vingtaine de jeunes hébergés. Actuellement, on nous prête une maison à Montreuil. Voilà, c'est 6 mois. On n'a jamais eu 6 mois. Normalement, on déménage tous les mois. Et puis, entre deux, on met à l'hôtel. Voilà, donc c'est des déménagements à ne plus en finir. On a régulièrement besoin de camions. Et sur ces 25 jeunes, évidemment, eux, on les amène jusqu'à reconnaissance du coup de leur minorité avec un turnover. Depuis le 15 mai, c'est 44 jeunes qui sont passés par cette maison avec une moyenne à 25, ce qui veut bien dire qu'ils sont reconnus mineurs. Voilà, et qu'il y a ce turnover qui se fait du coup de façon constante et régulière. Situation Focus, j'y reviens. 60 jeunes donc, qui dorment avec Utopia sous tente à Bastille, qui viennent donc déjeuner autour de nous, plus au moins autant, plus tous ceux qui se font refuser chaque jour à Liberté près de Ivry, puisque du coup Paris chasse, donc on va un peu en périphérie. Voilà, donc c'est ce qui explique en fait que la volonté politique aujourd'hui n'est pas du tout à mettre à l'abri ces jeunes, que rien ne change, que ça s'empire. Et évidemment, nous, la répercussion, c'est qu'ils viennent manger auprès de nous. Je vous invite à regarder l'exposition du coup de MSF qui est ici. C'était décidé en inter-association, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est bien cet hébergement sans fin, ces déménagements, chercher des solutions, jusqu'au moment où finalement on se dit, mais en fait, là, on ne peut plus, même en hébergement collectif, on n'a plus de spot, on ne sait pas où on va, donc on va demander à l'État de le faire. Il y a eu plusieurs occupations qui ont été faites, dont celle de Jules Ferry il y a 2 ans. Il y a 1 an, jour pour jour, on se réveillait sur le parvis de l'hôtel de ville. Voilà, les jeunes ont été mis à l'abri, puis ensuite Place des Vosges, puis ensuite plusieurs occupations de la sorte. Et on dort évidemment à côté d'eux jusqu'à ce qu'ils montent dans les bus et on les suit derrière, toujours pour leur dossier. Voilà, donc la situation est quand même gravissime. Aider, ça peut être apporter des petits déjeuners du coup à Bastille, ça peut être nous contacter pour ces déjeuners ou 250, c'est extrêmement compliqué en matière de denrées et voilà, de quantité. Voilà, il y a plein de façons d'aider. Ça peut être nous contacter, voilà, et puis dire moi j'ai ça à donner, est-ce que ça vous intéresse? Et souvent ça nous intéresse. Voilà en gros, donc je crois qu'ici on essaye de tous faire du mieux possible. L'hébergement est évidemment le nerf de la guerre puisqu'on le sait tous, un jeune qui est en recours pour même aborder son dossier, pour pouvoir être voilà, dans un mode où il comprend aussi l'avancement de ses démarches et il faut qu'il puisse aussi se remettre de ce long voyage, se reposer et il abordera les choses d'autant mieux une fois qu'il est hébergé, c'est sûr. Merci beaucoup. Donc la dernière personne à prendre la parole, c'est quelqu'un de MSF, donc une association un petit peu différente des autres qui sont partis un peu de collectif à s'organiser, à se construire au fur et à mesure. MSF, à sa création, n'intervenait pas forcément sur le terrain français, c'était pas sa mission première. Et en fait, aujourd'hui, vous avez ouvert un centre, il y a quelques années déjà, à Pantin. Et donc, tu vas nous expliquer un petit peu votre investissement au quotidien auprès des MNA. Donc bonjour à tout le monde, moi c'est Euphrasy Calolois, je suis responsable du plaidoyer de la mission France de Médecins sans frontières. Et effectivement, c'est vrai que quand on parle de MSF et des activités en France, ça peut surprendre parce que MSF c'est d'abord perçu comme étant une grosse organisation qui intervient dans 80 pays, qui intervient dans des conflits, des contextes de guerre, d'épidémies, de catastrophes naturelles. Et donc c'est vrai que même si on est, au vu de l'actualité, pas très loin
d'être aussi en France dans des contextes de guerre, de catastrophes naturelles. C'est pas pour cette raison qu'on agit en France. Il faut savoir que peut-être c'est moins connu du grand public, mais MSF a toujours travaillé aussi pour améliorer, aider les personnes qui sont éloignées du système de soins dans leur pays à y accéder. Ça peut prendre, par exemple, en ce moment, la forme d'un programme au Nigeria qui va travailler avec les personnes qui sont atteintes de troubles psychiatriques et qui, parce qu'au Nigeria, on associe ça à des esprits maléfiques, se voient stigmatisés et donc mis à la marge de leur société. Et donc, en France, on travaille dans cette même dynamique, dans cette même envie, mais avec un public différent, qui est un public en situation de précarité, qui est, de par sa précarité, éloigné du système de soins. Donc on a fait des activités qu'on appelle clinique mobile. Donc en fait, c'est une clinique mobile, comme son nom l'indique, qui permet de se rendre au plus près des personnes exclues de notre société, parce qu'elles sont dans une situation de précarité, pour leur donner accès aux soins, les aider pour s'orienter dans le système de soins français. Donc ça peut être les envoyer pour un rendez-vous à l'hôpital, ou alors les soigner directement si on est en capacité de le faire. Et donc dans le cadre de ces activités-là, on prend en charge différents publics exilés ou non exilés, puisqu'on sait en France que les personnes précaires ne sont pas exclusivement des personnes exilées. Mais c'est vrai qu'on a aussi identifié un public particulier qui était ceux des jeunes exilés qui étaient dans une situation particulièrement vulnérable, comme ça a pu être dit précédemment, qui avaient des besoins autres que ceux qu'on avait pu identifier chez les publics précaires en général et qui, du coup, nécessitaient qu'on puisse y répondre dans la globalité. Et donc c'est comme ça qu'MSF s'est intéressé et s'est investi dans la thématique des jeunes exilés, des mineurs non accompagnés, puisqu'on a aussi constaté que le défaut de prise en charge, les difficultés à accéder à une protection, faisait que le soin était une première porte, bien sûr, était nécessaire, mais on ne pouvait pas se limiter à ça. Il fallait aussi répondre à des demandes sociales, les besoins primaires, à leurs demandes concernant leurs procédures de reconnaissance de minorité, en reconnaissance de minorité, puisque entamer ça seul, sans soutien, c'est extrêmement complexe. Et donc, on a ouvert un centre d'accueil de jour qui est situé à Pantin, qui fonctionne encore, c'est sa 5e année, et qui permet aux jeunes à la fois de voir des infirmières qui vont faire un premier bilan, une première consultation et les orienter pour des examens approfondis auprès des hôpitaux parisiens, des psychologues qui vont entamer un suivi si nécessaire avec les jeunes qui en ont besoin, des juristes qui vont les accompagner dans leur démarche pour faire reconnaître leur minorité, leur isolement, ou alors les orienter vers d'autres protections, l'asile, ou une fois la majorité, les aider à identifier vers quelle autre association se tourner pour la suite. Et puis des équipes, des travailleurs sociaux, assistantes sociales, qui vont là pour le coup à la fois répondre aux besoins primaires, donc aider les jeunes qui viennent d'arriver à comprendre où est-ce qu'on peut prendre une douche, où est-ce qu'on peut manger, où est-ce qu'on peut aller à l'école. Voilà, c'est vraiment les orienter dans tout ce maillage associatif, mais aussi les aider à accéder à des droits sociaux, donc obtention d'une protection maladie. Donc en général, c'est l'aide médicale de l'État, mais voilà, les aider à faire ces démarches-là qui sont à nouveau très difficiles pour un jeune qui ne connaît pas le système administratif français, qui ne parle pas forcément la langue. Puis pour un jeune tout court, enfin moi je me souviens de mes premières démarches administratives seules, c'était quand même un peu l'enfer. Et pourtant, je comprenais très bien le français. Voilà. Et on a aussi, donc, pour permettre que ce soit fluide pour les équipes et pour les jeunes, des médiateurs interprètes qui vont à la fois donc traduire, parce qu'ils parlent les langues les plus répandues chez les jeunes qui viennent chez MSF, mais aussi fournir un peu des clés de compréhension culturelle qui peuvent parfois faciliter en fait la création d'un lien de confiance et le dialogue entre les soignants et puis les jeunes. Et très vite, on s'est quand même aussi rendu compte que tout ça, c'était très bien, mais que quand les jeunes n'étaient pas hébergés, on en perdait énormément. Donc des jeunes qui sont à la rue, qui sont en situation en permanence dans un système de survie. C'est très difficile d'adhérer aux soins. C'est pas l'urgence principale. D'abord, il faut trouver où dormir, où manger, où se mettre en sécurité pour ne pas se faire agresser, etc. Donc,
pour ceux qui avaient des pathologies lourdes, parce qu'il y en a qui ont besoin de traitement, qui ont besoin d'être opérés, d'autres qui ont des troubles psychiques assez envahissants et donc qui ne peuvent pas. Donc c'est très dur de vivre à la rue, mais quand on a un trouble psychique important, c'est encore plus dur. Et c'est là où en fait on peut perdre des jeunes très très facilement. Donc la question de l'hébergement s'est présentée assez rapidement et on a décidé d'ouvrir des petites maisons de 10 places dans lesquelles les jeunes qui en ont le plus besoin, alors bien sûr on aimerait tous les mettre à l'abri, mais en tout cas ceux qui en ont le plus besoin parce que leur situation sanitaire est très très dégradée, on les met à l'abri dans ces maisons le temps de les soigner et en parallèle on les accompagne pour qu'ils obtiennent une protection. Et c'est vrai que c'est ce qui a été dit avant. Nous, ce qu'on constate et ce qu'on dénonce, c'est qu'on prétend qu'en France ils ont accès à une protection s'ils suivent les procédures nécessaires, définies. Mais en fait c'est faux. Comment voulez-vous accéder à cette protection? Comment voulez-vous faire valoir votre droit à partir du moment où vous êtes à la rue, où personne ne vous explique comment ça marche, où vous devez d'abord trouver où manger, vous doucher, etc. Donc c'est pour ça qu'on a créé ces hébergements. Donc en Île-de-France, il y a donc 2 maisons réservées aux garçons, une maison réservée aux jeunes filles, parce que c'est aussi un sujet très important. Il y a des jeunes filles isolées en France. On a aussi une maison à Marseille de 20 places. Et voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus, on est présent sur l'exposition qui est juste là en sortant à gauche pour répondre à vos questions. On est tous salariés, on a très peu de bénévoles, c'est assez à la marge, mais c'est quelque chose qu'on cherche aussi à pouvoir renforcer parce qu'en fait, ces jeunes ont besoin d'être accompagnés pour les rendez-vous médicaux. Les rendez-vous médicaux, par exemple. Et donc, on va essayer de... Voilà, si vous êtes intéressé pour faire du bénévolat avec Médecins sans frontières, n'hésitez pas à nous retrouver sur le lieu de l'exposition. Merci beaucoup. On est déjà très en retard. Merci à toutes, vraiment, d'être venues. Il y a une table ronde, puis une deuxième table ronde. Donc, la table ronde va commencer avec quelques minutes de retard. Merci à toutes. Et donc, effectivement, il y a un village des associations demain, à partir de 13-14 heures et jusqu'en fin d'après-midi, où vous pouvez rencontrer toutes les associations et des jeunes aussi qui vont donner des cours de langue. Il va y avoir des ateliers de dessin, une fresque collective, enfin plein de choses. Voilà, demain. Merci. Merci.